toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est un gros mot de la tech qui suscite bien des polémiques. Serait-elle l'outil favori de la surveillance de masse? Tiens, par exemple, définition de la reconnaissance faciale, c'est à suivre. Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Évidemment, Gaël, aujourd'hui, tu es l'homme qui murmure à l'oreille des processeurs. Tu as décidé de dire des mots doux à nos ordinateurs et à nos smartphones avec un langage quasi universel, l'assembleur. Tout à fait, c'est certainement le langage le plus complexe à utiliser, à maîtriser, mais c'est un langage extrêmement performant né après-guerre, donc on en parle dans la chronique juste après. Langage informatique au programme avec Gaël. Notre question du jour, on leur délègue nos choix sur les plateformes de streaming, nos recommandations sur les réseaux sociaux, les algorithmes sont au cœur de nos vies, un peu trop peut-être, notre planète brûle et nous likons ailleurs. On va soulever le capot des algos avec notre invité Arthur Grimont-Pont. Arthur, vous êtes l'auteur de ce livre formidable, L'algocratie, vivre libre à l'heure des algorithmes. C'est chez Actes Sud. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis en deuxième partie, on sera rejoint par Vinciane Martin. Elle est chargée de projet former les acteurs de l'économie de demain pour le Shift Project. Elle nous dévoilera notamment une étude qui met les écoles de commerce et les écoles de gestion à contribution pour trouver les talents de cette nouvelle économie et des défis du climat. Mais d'abord, focus. Tous les jours, vous allez l'utiliser peut-être, pour déverrouiller votre téléphone. Elle fait partie de votre quotidien, c'est la reconnaissance faciale. Oui, mais c'est aussi un mot lié à une pratique qui fascine autant qu'elle fait peur. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la reconnaissance faciale? C'est le gros mot de la tech, tout de suite avec Xavier Terrade. Pour déverrouiller son téléphone, pour accéder à son compte bancaire, pour pénétrer dans certains endroits, la reconnaissance faciale s'invite de plus en plus dans notre vie quotidienne. Un procédé que la CNIL définit sur son site internet comme une technique qui permet à partir des traits du visage d'authentifier ou d'identifier une personne. Un logiciel enregistre une empreinte faciale établie à partir de la base des oreilles, de la distance entre les deux pupilles ou encore la forme des sourcils, du nez et de la bouche. Reste à confronter l'empreinte faciale à un visage présent dans une base de données. Cette idée a été émise par plusieurs chercheurs en 1964. C'est en 1991 que les premiers exemples réussis sont présentés par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology. La reconnaissance faciale a permis de faire un grand pas pour la sécurité. Mais que pourrait-il se produire si toutes ces données biométriques atterrissaient dans de mauvaises mains? Cette question inquiète plusieurs associations de défense des droits, comme Amnesty International. En fait, on donne un outil de surveillance de masse aux États et ça, c'est inacceptable. La CNIL reconnaît que les enjeux de protection des données et les risques d'atteinte aux libertés individuelles que de tels dispositifs sont susceptibles d'induire sont considérables, dont notamment la liberté d'aller et venir anonymement. Et vous le voyez dans la reconnaissance faciale, énormément de lignes d'algorithmes, ça tombe bien, puisqu'on va en parler de ces algorithmes. Est-ce qu'il y a un pilote d'abord dans l'algo? Et puis, pour vivre libre et heureux à l'heure des algorithmes, comment faire? On en parle avec notre invité, Arthur Grimont-Pont, c'est le Talk. Vous êtes l'auteur de ce livre, encore une fois formidable, L'algocratie, vivre libre à l'heure des algorithmes. C'est chez Actes Sud, parce que c'est vrai que ces algorithmes, d'abord, ils organisent notre vie sociale, ils font du tri dans notre vie culturelle, ils font même de l'ingérence, si on en a envie, politique. Ils sont l'incarnation d'une dictature numérique, on peut aller jusque-là. On pourrait dire ça, je pense, oui. En 1920, il y avait le romancier britannique de science-fiction Herbert George Wells qui a dit une phrase que je trouve géniale. Il disait « L'histoire de l'humanité ressemble de plus en plus à une course entre l'éducation et la catastrophe ». Depuis 1920, il y a un siècle qui s'est écoulé et le niveau moyen d'études a énormément augmenté sur Terre. L'alphabétisation a beaucoup progressé. On a de plus en plus de temps libre parce qu'on travaille moins. Et l'information se propage beaucoup plus vite. Et puis il y a eu School TV aussi qui est... Oui, tout à fait, qui a changé la face du monde, vous en doutez. Et je m'en doute. Et donc, toutes ces conditions réunies, on aurait pu supposer qu'elles nous permettent d'atteindre un sommet, un sommet dans notre capacité à coopérer, à nous éduquer, pour résoudre toutes sortes de défis collectifs. Et pourtant, la catastrophe semble en passe de l'emporter sur notre capacité à l'appréhender.
Le rythme d'extinction des espèces avoisine celui des 5 dernières grandes extinctions de masse. La rapidité du changement climatique n'a pas d'antécédent connu sur Terre. Et on continue un peu comme un troupeau aveugle à foncer vers le mur écologique. Donc le but de ce livre, c'est d'essayer d'expliquer ce paradoxe. Et je pense que les algorithmes, notamment les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux, jouent un rôle, en tout cas récemment, pour expliquer cet écart entre la réalité et la réalité perçue par l'humanité de l'état de notre planète et la façon dont on tient compte de cet état pour agir politiquement. On va revenir de façon très précise à ce que sont les algorithmes de recommandation. On va encore une fois soulever le capot de la tech pour mieux comprendre. Mais ce que vous dénoncez surtout dans le livre, finalement, c'est une humanité qui serait privatisée par la tech. Oui, c'est ça. Si vous prenez donc tous les réseaux sociaux dont les auditeurs sont certainement utilisateurs, au moins pour certains d'entre eux, donc TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, tous ces réseaux sociaux ont des fonctionnalités diverses, mais ils ont tous exactement le même modèle économique qui consiste à construire une audience gigantesque, donc typiquement des centaines de millions, voire des milliards d'utilisateurs, à capter leur attention et à convertir cette attention en revenus publicitaires. Donc si vous prenez par exemple la compagnie mère de Facebook, c'est Meta, ses revenus sont à 98% d'origine publicitaire. Pour Google, c'est à peu près 80%. Pour l'ensemble des réseaux sociaux, c'est près de 100%. Donc ça veut dire que les plus grandes capitalisations boursières de la planète aujourd'hui se construisent sur une ressource immatérielle qui est notre temps d'attention, mais qui est malgré tout une ressource rare et limitée, puisqu'on dispose chacun d'entre nous d'un temps limité d'attention qu'on peut accorder à différentes choses au cours de la journée. Et donc ces plateformes sont en compétition pour extraire ce temps d'attention, et c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, ou dit avec plus d'emphase, la guerre de l'attention. Alors l'économie de l'attention, c'est pas nouveau, ça préexiste largement aux réseaux sociaux. Tous les médias privés, par exemple, qui reposent sur le modèle publicitaire, font partie de cette économie de l'attention. Ce qui est nouveau, c'est la capacité hors du commun des plateformes numériques à extraire ce temps d'attention. Si on prend tous les réseaux sociaux, par exemple, ils étaient inexistants il y a une quinzaine d'années, et ils sont devenus le premier usage d'Internet, à la fois en temps passé et en nombre d'utilisateurs. Par exemple, rien que sur YouTube, il y a 120 000 ans de vidéos qui sont vues tous les jours par l'humanité en cumulé. Et là où ça commence à devenir très troublant, c'est que sur ces 120 000 ans, les 3/4 sont le fruit d'une recommandation algorithmique, c'est-à-dire des suggestions de vidéos proposées par YouTube. Donc on commence à se rendre compte du rôle arbitraire très important d'un algorithme dans la construction de notre représentation du monde. Absolument. Alors on va revenir, si vous me le permettez, presque 120 000 ans en arrière. On va faire un petit peu d'historique, tech, parce que les algorithmes, c'est vieux comme les maths. En réalité, un mathématicien perse du 9e siècle, justement, a évoqué déjà cette construction, cette mise en forme, justement, des chiffres, et donc par algorithmie, dans un abrégé du calcul par restauration et par comparaison. C'est le premier algorithme qu'on connaisse. Il me semble, oui. L'étymologie d'algorithme, d'ailleurs, n'est pas forcément celle qu'on croit. On entend rythme, on se dit oui, ça a à voir avec la procédure, ce que disait un algorithme, alors qu'en fait, ça vient du nom de ce mathématicien perse, Al-Khwarizmi, qui avait inventé justement cette procédure mathématique bien avant, évidemment, l'existence des processeurs, des ordinateurs et tout ça. En fait, on entend beaucoup parler dans les médias de certains algorithmes, mais ceux qui reçoivent la plus grande visibilité médiatique sont certainement pas ceux qui ont le plus d'impact sur nos sociétés. Typiquement, l'algorithme qui a battu le champion mondial de Go, on en a parlé pendant 6 mois, ça faisait la une des médias parce que c'était invraisemblable qu'un algorithme, qu'un ordinateur batte le champion mondial de Go. Quand un algorithme sait générer des images qui reproduisent des portraits de maîtres d'un peintre du XVIIe siècle, pareil, on en entend beaucoup parler. Mais des algorithmes, finalement, dont on en entend moins parler, ce sont justement ces algorithmes de recommandation de contenu. Ce sont des programmes tout simples, dans leur objectif. Ils ont pour objectif de sélectionner parmi des milliers de milliards de contenus disponibles celui qui a le plus de chances de retenir votre attention. Et ce sont donc ces algorithmes qui construisent le fil d'actualité des réseaux sociaux, ou bien qui vous suggèrent des contenus sur TikTok, Snapchat ou des vidéos à regarder sur YouTube. Et c'est donc finalement une méthode mathématique qui va construire une vision tronquée du monde pour certains d'entre nous, en fonction des informations qu'on va forcément être susceptible de lire, d'écouter, de partager sur ces plateformes sociales, et donc qui vont permettre à enrichir l'algorithme qui va, plus on le nourrit avec certains types d'informations, plus nous les recommander, finalement, va
nous mettre des œillères quelque part. Ce sont des œillères algorithmiques qu'on est en train de se forger sur ces plateformes sociales. Oui, effectivement, le fait de déléguer à des algorithmes, le fait de choisir les contenus sur lesquels on porte notre attention a beaucoup d'incidence à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle de la société. En fait, il y a une confusion très fréquente. On se dit, mais si ça capte mon attention, c'est que ça m'intéresse. Donc finalement, quel est le problème de déléguer à un algorithme le choix de ce que je vais regarder, de la musique suivante que je vais écouter sur Spotify? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui retient notre attention n'a rien à voir avec notre intention profonde. Typiquement, si vous êtes sur l'autoroute et que vous conduisez à 100 à l'heure et que vous passez à côté d'un accident, votre regard va être presque irrésistiblement attiré par cet accident. Et de cela, un algorithme de recommandation déduirait qu'il faut vous montrer beaucoup plus d'accidents et vous verriez un accident, mettons, tous les kilomètres. Évidemment, ça n'a rien à voir avec votre intention profonde. En fait, nos cerveaux ont évolué pendant des centaines de milliers d'années dans des environnements radicalement différents de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et ils ont développé des instincts pour nous aider à survivre dans cet environnement. Donc typiquement, on a tous une préférence innée dès la naissance pour les aliments sucrés, qui s'est développé dans un environnement où les aliments sucrés étaient rares et éparpillés, et où c'était difficile de se les procurer. Et aujourd'hui, dans un environnement très différent, où les entreprises agroalimentaires peuvent choisir d'exploiter et de renforcer ce penchant inné pour le sucre, ça crée les conditions au développement d'une pandémie mondiale d'obésité, 800 millions d'obèses. Et on peut faire un parallèle avec ça. Bien sûr, avec l'algorithmie et l'infobésité. Avec l'infobésité, où il y a certains types de contenus qui retiennent préférentiellement notre attention plutôt que d'autres. Et ça ne veut pas du tout dire qu'on a envie d'être infobèse ou qu'on a envie d'être obèse pour ce qui concerne l'alimentation. Donc typiquement, tous les contenus qui, dans notre passé évolutif, nous ont procuré un accès facilité à des ressources, à une sécurité matérielle, à un statut social, à la reproduction, tout ce type de contenu agit un peu comme des sucreries mentales. Et c'est vers ce type de contenu que nous dirigent les réseaux sociaux. Mais donc si je vous entends bien, ce qui est aussi extrêmement intéressant dans ce match, dans ce bras de fer entre attention contre intention, c'est qu'on n'est plus soi-même conscient finalement de l'intention de départ qu'on voulait avoir en allant chercher une information sur un réseau social ou en scrollant nos fils d'actualité. Ça veut dire aussi quoi, si j'entends bien votre parallèle avec le cerveau, qu'on est en train de revenir à un cerveau reptilien avec l'algorithmie? Oui, on peut dire un peu comme ça. Il y a une forme de nivellement par le bas qui se produit indéniablement avec les algorithmes de recommandation qui flattent presque exclusivement ces instincts qui captent notre attention. Ça crée effectivement, vous en parliez, vous l'évoquiez tout à l'heure, des bulles informationnelles. C'est-à-dire que les algorithmes sont tentés de flatter notre billet de confirmation. Donc c'est simplement cette tendance qu'on a à rechercher et consulter des sources d'informations qui confirment nos croyances initiales. Donc typiquement, si par exemple vous avez un a priori pro-police quand il y a des manifestations violentes, les algorithmes vont vous pousser exclusivement des vidéos de casseurs qui tabassent des policiers. Et inversement, si vous avez un a priori anti-police, vous allez voir presque exclusivement des vidéos de violences policières envers des manifestants. Et donc on vit finalement dans des microcosmes numériques parallèles dans lesquels on n'a aucune chance de comprendre ce qui se passe en dehors de ces microcosmes. Est-ce qui fait que le danger justement démocratique de l'algorithme vient du fait qu'on ne confronte plus justement, son opinion sur les réseaux sociaux, on ne fait que la conforter? Oui, c'est très, très justement dit. On vit donc dans des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On pourrait dire que le socle culturel de croyances, de valeurs ou même de connaissances de notre société s'érode petit à petit. Or, ce socle est essentiel pour vivre en société et pouvoir vivre démocratiquement, par exemple. Faire société à l'ère du numérique. Gaëlle, justement, je voulais qu'on ouvre peut-être un petit peu là aussi le capot de ces algorithmes avec toi, parce qu'encore une fois, c'est ta matière vivante, notamment ces algorithmes et ces suites mathématiques. Quand on regarde dans l'algorithme, notamment de recommandation, qui est un peu la victime désignée aujourd'hui de tous les mots démocratiques, on va essayer de comprendre pourquoi avec Arthur, mais quand on ouvre justement le capot de ces algorithmes de recommandation, on trouve quoi? On a malheureusement sur cette partie-là beaucoup de secrets industriels. On a quand même peu de plateformes qui vont libérer le code source de ces algorithmes. C'est le nerf de la guerre pour elles, puisque c'est grâce à ça qu'elles vont réussir à capter l'attention par rapport à d'autres plateformes. D'où le fait que certaines personnes aient milité justement pour que certaines plateformes soient ouvertes. Et si je peux compléter le propos, ce qui est impressionnant, c'est que c'est exactement le reproche que l'on fait aujourd'hui à Mastodon. C'est d'avoir une expérience utilisateur
qui ne soit pas justement calé sur ces algorithmes de recommandation. Et Mastodon, qui est cette plateforme sociale décentralisée ouverte qui fait de l'ombre aujourd'hui à Twitter. Tout à fait. On a des milliers d'utilisateurs qui rejoignent Mastodon pensant trouver une alternative à Twitter, mais ne retrouvant pas, n'étant pas biberonnés par ces algorithmes de recommandation qui se trouvent complètement désemparés en disant mais je comprends pas. Je vois des gens qui parlent de tout, de rien, qui n'ont pas forcément de rapport avec ce que je vis et qui sont complètement désarçonnés. Et ça a été extrêmement troublant pour moi d'entendre et de lire ce type de reproche à Mastodon. Mais ce qui est passionnant, parce que ça veut bien dire avec ton témoignage, Gaël, et avec ce que tu aurais réussi aussi à récupérer sur ces réseaux sociaux et sur Mastodon, on nous a mis des béquilles finalement numériques. On a été élevés, c'est un peu comme cette habitude du sucre et finalement du sucre de l'information dont vous parliez tout à l'heure, Arthur. On nous a mis des béquilles numériques. On a tous finalement appris en marchant, mais peut-être pas forcément avec les bonnes données de départ. Et on est en train de se rendre compte qu'une fois qu'on est sorti justement d'algorithmes de recommandation sur des plateformes peut-être un peu plus libres, on ne sait plus réussir à se repérer. Ça veut dire que notre centre de gravité, c'est devenu ces algorithmes de recommandation. Notre regard, il est déformé pour toujours. Pour toujours, j'espère pas. J'espère qu'on va réussir à décider démocratiquement comment fonctionnent ces algorithmes de recommandation. Mais en fait, il ne faut pas forcément voir ça comme une machine extrêmement opaque et complexe, bien qu'en réalité c'est le cas, mais il faut simplement se questionner sur l'objectif de cet algorithme. Et la plupart des mots imputables aux réseaux sociaux résident dans cet objectif qui est de maximiser la rétention d'attention. Les algorithmes de recommandation sont essentiels au fonctionnement de n'importe quel réseau social, puisque justement l'idée c'est de nous aider à choisir parmi des milliers de milliards de contenus disponibles. Si on accédait à tout en même temps, il va de soi qu'on serait incapable de choisir sur quoi porter notre attention. Simplement, le problème de l'algorithme, c'est quand il poursuit un objectif unique qui est de maximiser le temps d'attention, puisque là, ça lui fait en fait sélectionner les contenus pour des critères qui sont en fait orthogonaux avec notre intérêt personnel. Donc typiquement, la désinformation est terriblement propulsée sur les réseaux sociaux, puisque ce qui est faux étonne au premier regard, et ce qui étonne a tendance à capter notre attention. Et donc ce type de mécanisme a réussi par exemple à faire percer des théories aussi loufoques que QAnon aux États-Unis, mais qui sont loin d'être marginales. En 2021, un électeur républicain sur 3 a adhéré à la thèse centrale du mouvement, suivant laquelle les républicains étaient en train de livrer une guerre secrète aux démocrates, qui auraient été des pédophiles assoiffés de sang, qui buvaient le sang des bébés pour avoir une cure de joie. Dans une pizzeria à Washington notamment, voilà. En l'occurrence pour compléter vraiment la théorie du complot QAnon, en l'occurrence aux États-Unis. Donc des théories absolument loufoques, et pour autant, sur Twitter, sur un sujet, sur n'importe quel sujet, une information fausse se propage en moyenne 6 fois plus vite qu'une information vraie. Ouais. Donc on voit bien que le paysage de l'information qui en résulte est totalement biaisé et corrompu. D'ailleurs, c'est les conclusions d'un groupe de scientifiques de l'Université de Chicago qui publie un rapport annuel sur les risques systémiques qui planent sur l'humanité. Donc bien sûr, ça fait plusieurs décennies qu'ils ont mis dans cette liste le risque de guerre nucléaire globale, d'un hiver nucléaire, et les risques de catastrophes écologiques. Et en 2022, ils ont ajouté un nouveau risque à cette liste de périls existentiels. Ils parlent d'un paysage de l'information corrompue qui empêche toute prise de décision rationnelle. Et c'est un peu, en effet, ce dont on a l'impression. Comment on peut espérer apporter une réponse collective intelligente au changement climatique, par exemple, si toutes les informations qu'on consulte à ce sujet sont soit très superficielles, soit conduisent à nous faire éviter le sujet. C'est peut-être même un des problèmes principaux des réseaux sociaux, c'est le détournement de l'attention depuis des sujets essentiels vers des sujets qui devraient retenir toute notre attention. Mais j'entends ces enquêtes et on les découvre avec vous, notamment Arthur, mais est-ce que finalement parfois l'algorithme, c'est pas un peu l'accusé un peu facile autour de la table pour pouvoir nourrir un algorithme, encore faut-il savoir quelles données on a envie de lui donner à observer, et pour entrer ces données, il faut quand même un être humain derrière pour pouvoir programmer justement cet algorithme. Donc l'algorithme lui-même n'a pas forcément de dessin, c'est pas la technologie qui va avoir un gramme de malignité, c'est de la façon dont on va vouloir s'en servir. Est-ce que là aussi, la question elle n'est pas plus du côté des humains, des développeurs et de ceux qui programment ces algorithmes que de l'algorithme lui-même? Oui, c'est une contradiction que j'ai souvent. Pourquoi appeler ce livre Algocratie? Est-ce que c'est vraiment le pouvoir des algorithmes ou bien des responsables financiers, des dirigeants des réseaux sociaux, par exemple, auxquels finalement ces algorithmes obéissent?
Je pense que c'est une critique qui est en partie valable. En effet, les algorithmes sont principalement des outils au service d'intérêts, très souvent financiers, parfois étatiques, comme le cas de TikTok, qui appartient à ByteDance, une entreprise chinoise. Néanmoins, je pense qu'il y a une grande partie de ce que font les algorithmes qui échappe à la volonté initiale de leurs créateurs. Typiquement, si vous demandez à Mark Zuckerberg, est-ce que vous voulez que Facebook déclenche un génocide en Birmanie ? Je pense sincèrement pas qu'aucun des ingénieurs de Facebook ait jamais pensé que ça peut être le cas. Et pour autant, ce qui s'est passé en Birmanie, c'est qu'il y a une communauté musulmane qui vit sur l'actuel territoire de la Birmanie et qui est victime de persécutions raciales et ethniques depuis plusieurs décennies. Et c'est un pays qui était complètement coupé du reste du monde, on peut dire, et d'Internet notamment. Et en 2013, Facebook a débarqué en Birmanie et a agi comme un acide sur une plaie ouverte de ce peuple qui était divisé en ethnies concurrentes, on va dire. Dont les Rohingyas. Et les Rohingyas se sont mis à être victimes d'accusations mensongères qui étaient probablement marginales dans le paysage de l'information, mais qui ont été terriblement propulsées par les algorithmes de Facebook parce qu'elles attisaient la haine, et donc les commentaires, et donc la visibilité, et donc la rétention d'intention. Et ça a débouché finalement en des crimes de haine raciale que l'ONU a tout de même qualifié de génocide. C'est-à-dire une purge raciale aux Rohingyas, avec des dizaines de milliers de réfugiés Rohingyas un peu partout dans les pays voisins et en Europe. Et aujourd'hui, il y a des réfugiés Rohingyas qui intentent un procès à Facebook en les jugeant partiellement responsables du désastre humain dont ils se sont rendus responsables. Donc c'est plutôt accuser tech, levez-vous, qu'accuser algorithme, levez-vous. En tout cas, on se rend bien compte qu'il va falloir quand même trouver une solution pour pouvoir les réguler, ces algorithmes. Est-ce qu'on peut faire confiance aux plateformes pour pouvoir le faire? Est-ce que ce sont les institutions et les régulateurs qui peuvent justement trouver les bonnes solutions pour accompagner justement ces régulations sans brider l'innovation qui peut se cacher derrière? Est-ce que c'est aux citoyens aussi de le faire? On en parle dans la deuxième partie de cette émission, toujours avec Arthur Grimont-Pont et avec Gaël Musquet. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Édouard Denuot.
magie de la télévision, on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Arthur Grimont-Pont, auteur de Algocratie, vivre libre à l'heure des algorithmes. C'est aux éditions Actes Sud. Vinciane Martin nous a rejoint. Vinciane, vous êtes chargée de projet. Former les acteurs de l'économie de demain. Ça se passe avec le Shift Project. Vous venez justement de détailler une étude ClimaSup qui nous permet de comprendre comment justement on va aller chercher ces talents, ceux et celles qui vont faire cette économie de demain avec beaucoup d'éco-responsabilités notamment. On va en parler avec vous dans un instant, mais d'abord Gaël Musquet qui est avec nous aussi a une idée derrière la tech. Et Gaël, avec toi aujourd'hui, on va murmurer littéralement à l'oreille des processeurs avec un langage informatique. Il s'appelle l'assembleur. Est-ce qu'il est si rassembleur que ça? Alors, c'est vraiment un des langages les plus complexes à apprendre déjà, et puis aussi à maîtriser. Tu as dit, il permet vraiment de chuchoter à l'oreille du processeur. Pourquoi? Parce que le processeur, déjà, c'est vraiment le cerveau de la machine. Soit nos ordi, nos tablettes, nos téléphones, le processeur, c'est vraiment la partie de l'ordinateur, l'organe de l'ordinateur qui va digérer des centaines de millions de lignes de code source, qui va calculer et qui va faire tourner ces fameux algorithmes dont on parle depuis le début de l'émission. Mais voilà, ce processeur, lui, il est fabriqué pour comprendre que des suites de 0 et de 1. Il parle binaire, ce processeur. Donc, c'est très compliqué pour un être humain de créer des séquences de nombres qui vont permettre de faire des calculs sur ce processeur. Et il a fallu, on est très loin, quand on a commencé à concevoir ces processeurs, on est très très loin des langages qu'on utilise couramment aujourd'hui, langage C, Python, Java, Rust, Go, et j'en passe et des meilleurs. Et il faut imaginer que ce langage assembleur, il a été inventé après la guerre, on est en 1947, sur les premières machines qui sont pour l'instant encore électromécaniques, comme l'ERC, l'Automatic Relay Computer. Alors la question qu'on se pose, c'est de savoir comment est-ce que l'humanité dans son ensemble est passée du langage binaire au langage de programmation évolué moderne comme assembleur. Alors, cette chronique, c'est un peu un hommage à Kathleen Booth. Pour être exact, elle s'appelait Kathleen Hilda Valerie Booth. Et c'est une Anglaise qui est décédée le 29 septembre dernier à l'âge de 100 ans. C'est une mathématicienne, une informaticienne, une professeure de l'université de Birkbeck en Angleterre, et elle est à l'origine de ce langage assembleur. Elle a imaginé ce langage-là pour simplifier la rédaction en fait, des scripts, donc des suites d'instructions qui permettent d'avoir les premiers programmes informatiques. Elle a imaginé des instructions d'abord à la base pour vraiment travailler sur la RC qu'elle a conçue et sur laquelle elle a travaillé, mais elle a imaginé aussi ces instructions pour assurer une transition entre les machines électromécaniques et les machines électroniques, des processeurs, sur la machine de von Neumann notamment. Faut imaginer qu'on est encore à l'époque d'Alan Turing, qui lui-même avait du mal, Alan Turing, à faire ses petites séquences et ses petites instructions mémotechniques. Bon, il avait du mal, mais pas de l'informatique moderne quand même. Il a réussi pas mal de choses. Et c'est comme ça qu'est né en fait le pilier de l'assembleur. Donc une femme a apporté énormément de facilité pour la programmation de ces processeurs. Elle a même réussi à faire le premier traducteur français-anglais à l'université de Birkbeck. Et c'est comme ça que d'autres langages d'ailleurs sont nés et ont pu évoluer comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça veut dire que l'assembleur, on l'utilise depuis 75 ans, il n'a pas bougé ? Alors, il a évolué pour s'adapter, évidemment, à chaque type d'architecture de processeur, mais oui, c'est un langage qui est encore un peu dans son jus, encore aujourd'hui, puisque c'est la dernière étape, pratiquement, avant le langage machine. En dessous de l'assembleur, on parle langage machine. Et donc, c'est un langage qui permet d'optimiser, d'avoir des opérations extrêmement rapides. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que les développeurs en assembleur sont extrêmement recherchés, notamment pour les jeux vidéo, pour les systèmes critiques, les systèmes où on a besoin de faire des économies d'énergie, des économies en cycle aussi de processeurs. On a vu au début des années 2000 la fréquence des processeurs augmenter jusqu'à une limite physique. Puis on leur a donné plusieurs cœurs, donc dual core, quad core, octo core, hexacore. On a multiplié le nombre de processeurs dans le processeur, mais c'est pas suffisant. Et donc il a fallu en fait avoir ce langage assembleur parce qu'on continue à utiliser ce langage assembleur. Il est difficilement battable à tel point que des morceaux de code source
d'autres langages sont eux-mêmes développés en assembleur pour en augmenter les performances. Eh bien, dites donc, ça, c'est une belle leçon de langage informatique. Ces langages informatiques, ils sont importants parce que c'est aussi ceux qui vont définir la façon dont ces machines vont communiquer avec nous, dont ces algorithmes aussi vont finalement décider de nos vies. C'est toujours une bonne chose de re-regarder ce qui se cache sous la tech pour pouvoir mieux s'y intéresser avant qu'elle ne s'intéresse à nous, Arthur. Oui, je pense que c'est intéressant. Par exemple, les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux, donc on a vu que c'était des machines à extraire notre attention et ces machines, elles fonctionnent au carburant de nos données personnelles. Elles recueillent tous nos comportements et elles réécrivent leur code en permanence pour savoir ce qui, à un instant T, a la meilleure chance de capter votre attention. Néanmoins, je pense qu'il n'y a pas besoin du tout d'être expert en algorithmique pour comprendre les effets des réseaux sociaux sur la société. Et d'ailleurs, mon livre n'est absolument pas technique. Donc, clairement pas. Pour le coup, on peut y entrer extrêmement facilement. Même ma grand-mère, d'ailleurs, qui ne comprend rien à l'informatique et aux réseaux sociaux, a trouvé ça savoureux. Pour vous. Bon, on aime beaucoup votre grand-mère, dites donc. Absolument, elle a bien raison. Donc, tout ça pour dire qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, on entend pas mal de régulateurs et de personnalités qui s'élèvent pour exiger la transparence des algorithmes des réseaux sociaux. Et je pense que c'est quelque chose de très utile, mais qui est loin d'être suffisant pour garantir l'innocuité des algorithmes. Typiquement, si vous exigez la transparence d'un algorithme de guidage d'un drone militaire, vous pourrez voir exactement comment fonctionne cet algorithme, mais ça ne va pas rendre cet algorithme inoffensif dans la mesure où son objectif sera d'identifier des cibles et de les tuer. Pour les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Quand on cherche à élucider un crime, on ne fait pas passer un scanner cérébral au suspect, parce que c'est extrêmement complexe et on n'y comprend pas grand-chose. On essaie de comprendre les motifs de ces suspects potentiels et on les identifie comme criminels. Pour l'algorithme de recommandation, c'est vraiment ça qui est important, je pense, c'est de s'intéresser à l'objectif premier de cet algorithme. C'est lui qui pose c'est lui qui pose question, et il n'a absolument rien de secret. Il consiste tout simplement à retenir notre attention. Oui, absolument. Et sur la transparence des algorithmes, c'est aussi ce qu'on demande aujourd'hui à l'intelligence artificielle, notamment auprès de l'Europe et de la Commission européenne, qui demande plus de transparence et plus d'explicabilité. C'est comme ça qu'on dit en bon langage de régulation de l'intelligence artificielle. Et finalement, le hiatus que vous identifiez, Arthur, c'est un peu celui dont tu nous parlais tout à l'heure, Gaëlle, c'est le fait de se dire que ces plateformes, ces grandes prêtresses de la technologie, elles ne vont pas ouvrir leur code source comme ça, parce qu'il y a des secrets industriels et des business models qui se cachent derrière. Tout à fait. Et sur le Search Engine Optimization, le SEO, sont des disciplines qui sont devenues même des métiers. L'optimisation, en fait, de ces algorithmes fait l'objet de titres aujourd'hui et permet de capitaliser aujourd'hui des TPE, des PME et des grandes entreprises qui sont spécialisées dans cette rétention en fait de l'attention. Effectivement, on a tendance à garder sous le coude ces informations et aussi le carburant qui permet de nourrir ces algorithmes-là. RGPD a permis d'atténuer, je dis bien atténuer, parce que les parades sont vite trouvées. Aujourd'hui, si vous ne cliquez pas OK sur les cookies, vous n'avez pas accès à l'article. Vous avez d'autres formes aussi de mesure aussi de l'attention à partir de la distance que l'on a. On ne se rend pas compte, mais on a des capteurs sur nos tablettes et nos téléphones qui permettent de distinguer et de calculer la distance à laquelle nos visages sont de la tablette. Est-ce qu'on est en train de regarder, est-ce qu'on est en train de lire, le temps est-ce qu'on est captif, est-ce qu'on est attentif. Tout à fait. Est-ce que le temps qu'on a passé sur une page, sur un morceau de page web. Donc, les parades sont très vite trouvées et effectivement, l'un des enjeux, c'est l'éducation. C'est de permettre aussi à ces jeunes enfants qui sont parfois à la merci de ces machines, que nous, parents, nous, adultes, nous, professeurs, on puisse les accompagner dans ce que l'on dit, ce que l'on expose, ce que l'on dévoile. Et la manière dont on utilise ces différents appareils. Est-ce qu'en ouvrant justement ces algorithmes, en les rendant transparents et explicables, on va ouvrir la boîte de Pandore ou pas? On se pose la question avec Arthur et avec Gaëlle dans un instant. On va aussi retourner la question à Vinciane Martin, puisque cette fois-ci, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on forme justement cette tech et cette économie de demain avec les écoles de management et de commerce notamment. C'est la deuxième partie du talk.
Et beaucoup de questions en une, finalement, dans cette deuxième partie d'émission. Vinciane Martin, vous nous avez rejoint. Vous êtes chargée de projet, former les acteurs de l'économie de demain. Ça, c'est le nom du projet pour le Shift Project, une étude ClimaSup Business que vous détaillez justement depuis quelques jours avec le think tank de Jean-Marc Jancovici, ce think tank qui s'est imposé notamment dans le paysage des solutions quand on réfléchit à la façon dont on va pouvoir là aussi mieux utiliser, mieux incorporer les questions du climat et des transitions à venir pour préparer encore une fois cette économie de demain et les talents qui vont avec. ClimaSup Business, l'idée c'était de se dire on peut réussir à changer les choses, oui, mais en prenant les écoles de commerce et de management par la main. C'est ce que vous avez fait avec l'école Audencia notamment. Bonjour, alors c'est ce qu'on a fait avec en réalité de nombreuses écoles. Donc Audencia est le partenaire principal, mais on avait également un certain nombre de partenaires, parmi lesquels le réseau des IAE, donc ce sont les écoles de management public, parmi lesquelles le SCP, TBS Éducation, Montpellier Business School, le EM Normandie, ISG, ESSEC, et puis d'autres acteurs entreprises. Donc c'est vraiment une question qu'on a essayé d'adresser de manière collective. Et en effet, l'enjeu, c'était de se dire que oui, les managers, ils ont un rôle extrêmement important à jouer dans la transition écologique parce que pour mener une transition écologique, il va falloir transformer profondément toute l'activité économique notamment, donc toutes les organisations, notamment toutes les entreprises. Et donc, pour ces diplômés de formation en gestion, ça implique d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences pour mener ces transformations-là. Et le problème, c'est qu'actuellement, les formations en gestion n'y préparent pas assez. Donc même s'il y a eu quelques formations pionnières, quelques établissements ou quelques enseignants qui ont été pionniers pour mener ces transformations-là, dans l'ensemble, on n'y est pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'on a mené ce travail collectif avec The Shift Project pour proposer des outils pour les enseignants, pour les établissements, pour tous les acteurs qui constituent le cadre institutionnel, donc en fait tous les acteurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur, pour que ces transformations des enseignements soient réalisées aussi rapidement et concrètement que possible. Ouais, c'est ce que j'allais dire, cet outil il est très très concret. Ce que vous définissez, c'est une méthode opérationnelle pour y arriver et vous intéresser à des formations et à des métiers très pratico-pratiques. Commerce, marketing, contrôle de gestion, stratégie, supply chain. Il faut que l'ensemble de la chaîne de valeur de l'économie de demain soit impliqué pour que ça puisse fonctionner. Oui, en effet, en fait, il faut que les organisations changent profondément pour beaucoup leur modèle d'affaires. On a mené un travail avec le Shift Project qui s'appelait le plan de transformation de l'économie française sur une quinzaine de secteurs. On s'est bien rendu compte que pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, il y avait des transformations majeures. Parfois, ça implique de produire différemment, de changer les processus de production, parfois de produire autre chose, par exemple de produire des voitures électriques légères au lieu de gros véhicules thermiques. Parfois, ça implique de produire moins. C'est le cas pour l'industrie automobile, mais c'est le cas pour de nombreux autres secteurs. Donc tout ça, ça demande des transformations profondes. Et en effet, ce qu'on propose dans ce rapport, entre autres, c'est de répondre à la question qu'est-ce qu'on doit savoir en tant que futur diplômé en gestion pour pouvoir mener ces transformations au sein de sa future organisation ou de ses futures organisations. Et donc, on propose des connaissances, des compétences pour tous les diplômés en gestion. Donc, par exemple, l'élément central, c'est déjà d'avoir une bonne compréhension des enjeux écologiques. Donc, qu'est-ce que c'est le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, qu'est-ce que c'est l'épuisement des ressources fossiles, qu'est-ce que ça a comme implication sur la société. Donc, c'est de savoir répondre à toutes ces questions-là. Et puis, en effet, on a aussi développé ces connaissances, ces compétences à acquérir pour le moment 4 grands métiers des diplômés en gestion, donc la stratégie, le marketing, le contrôle de gestion, les achats, la logistique. Et puis on a un autre rapport qui va être publié le 15 décembre qui va là être complètement dédié au métier de la finance et aux formations en finance. Et donc pour répondre à toutes ces questions sur ce qu'on doit enseigner finalement aux diplômés qui vont se spécialiser dans ces filières métiers, on a consulté des enseignants-chercheurs, des professionnels. Et voilà, il y a des choses très concrètes. Par exemple, le fait de savoir... ce sera important de savoir maîtriser des indicateurs
et de savoir maîtriser des résultats d'analyse environnementale, par exemple un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple une analyse de cycle de vie. Et ça, c'est vrai, par exemple, pour des marketeurs, c'est vrai, par exemple, pour des consultants en stratégie, etc. Oui, ça devient finalement une nouvelle boussole, hein, Vinciane, si je vous entends bien, ça devient la nouvelle réalité de ces talents de l'économie de demain et donc une façon de leur donner un GPS, un canevas là aussi pour pouvoir s'orienter dans ces grandes économies de transition. C'est intéressant ça d'ailleurs, Arthur, parce que, alors d'abord, l'ouvrage Algocratie, il est préfacé par un certain Jean-Marc Jancovici, comme c'est étrange, mais surtout l'idée c'est que là aussi, pour préparer cette technologie de demain qu'on veut plus responsable, plus éco-responsable, plus transparente, plus inclusive, eh ben, il faut réussir à faire que là aussi ces changements du climat et ces enjeux deviennent une nouvelle grille de lecture tout court. Oui, une nouvelle grille de lecture et donc une nouvelle priorité politique et quelque chose dont se préoccupent beaucoup de gens. Et moi, je rejoins tout à fait cet objectif prioritaire d'éducation. Et je pense qu'une des raisons qui explique le fait que Jean-Marc Jancovici s'est intéressé à ce sujet, c'est qu'il s'intéresse évidemment donc à l'éducation au changement climatique et tout ça. Et Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si c'est à son corps défendant ou pas, mais est clairement un influenceur sur les réseaux sociaux. Absolument. Il a plus de 600 000 abonnés sur LinkedIn, à peu près autant sur Facebook. Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, il a des dizaines de milliers, notamment d'ingénieurs, de cadres qui le suivent. Et il se rend bien compte de cette influence qu'il a. Maintenant, le problème, c'est que quelles sont les règles de diffusion de l'information sur ces réseaux sociaux? Parce qu'il se peut tout à fait que ces 600 000 personnes qui le suivent soient en fait déjà totalement acquises à la cause écologiste et forment en fait une sorte de chambre d'écho dans laquelle se propagent sans arrêt des informations sur l'énergie, le climat, l'écologie, mais des informations auxquelles n'accèdent pas du tout les personnes situées en dehors de ces bulles informationnelles, comme je disais tout à l'heure. Et donc, dans cette mesure, je trouve ça assez paradoxal qu'on se préoccupe tous énormément du programme, par exemple, de l'éducation nationale, et on a raison de le faire, c'est essentiel démocratiquement, mais on ne se préoccupe pas des règles de diffusion de l'information. Or, si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé en 2016, on pourrait dire que Facebook a fait élire Donald Trump, et c'est pas vraiment exagéré de le dire. Parce qu'il a fait appel à une société tierce qui s'appelait Cambridge Analytica à ce moment-là, qui a plugué ses algorithmes de données pour pouvoir pousser de l'information qui était plutôt favorable au lectorat républicain ultra-conservateur qui avait besoin de lire encore plus d'informations ultra-conservatrices à ce moment-là et donc faire monter la popularité de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Alors il y a eu effectivement une manipulation volontaire en faisant appel au service de Cambridge Analytica, mais il y a eu aussi une manipulation organique issue du fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux qui ont tendance à faire surnager dans la guerre de l'attention toutes les informations clivantes, toutes les informations mensongères. Et comme Donald Trump a axé la totalité de son programme de communication sur la diffamation, l'accusation, le mensonge et tout ça, on a vu que les vidéos favorables au camp républicain de Donald Trump étaient massivement promues par YouTube au détriment du camp adverse. Et c'est une analyse rétrospective qui a été faite notamment par le Guardian en utilisant les données de Algo Transparency, qui a été créé par un ingénieur français d'ailleurs au passage, qui s'appelle Guillaume Chasselot, qui a travaillé chez Google. Absolument. Et Algo Transparency, donc ça rejoint un peu le sujet de la transparence des algorithmes, permet de voir sur un certain nombre de vidéos vues, enfin plutôt sur un certain nombre de vues pour une vidéo donnée, combien de ces vues sont issues d'une recommandation de l'algorithme. Et il a vu que les vidéos de Donald Trump étaient donc massivement recommandées. Donc cette anecdote, je la raconte pourquoi ? Pour dire que finalement les informations mensongères, outrancières, fausses, disons tout ce qui conduit à un paysage de l'information corrompu sont massivement amplifiés sur les réseaux sociaux. Et donc quelque part les messages qui en appellent à l'intérêt collectif de long terme, comme l'écologie, le climat, la biodiversité, ce sont finalement des messages pas du tout concurrentiels dans l'économie de l'attention, parce qu'ils génèrent de l'angoisse, ils sont souvent complexes, ils se situent dans un passé, dans un futur parfois assez lointain, ou parfois c'est le présent, mais en tout cas, ils ne sont pas concurrentiels face à d'autres types de contenus informationnels. Et donc, ce qu'on peut dire, en reprenant les mots d'Aurélien Barraud, c'est que... Astrophysicien, dont notamment le passage à la REF du MEDEF au début de l'année a fait grand bruit. Oui, absolument. Il a dit lors de cette réunion justement, en fait, on se bat dans un jeu où on est sûr de perdre. Et dans un jeu où on est sûr de perdre, donc moi je parle des réseaux sociaux en l'occurrence, ça sert à rien de faire un bon coup, il faut changer les règles du jeu. Et c'est peut-être un peu ce qui se produit quand on est militant pro-climat sur les réseaux sociaux, on fait un tweet qui a 10 000 likes, on se dit « Waouh, là j'ai fait avancer la cause ». Mais si les règles du jeu de diffusion de l'information au global donnent perdante cette cause par rapport à tout un tas d'autres sujets,
C'est un peu comme dans le film Don't Look Up, quoi. Ouais. Est-ce que si ces règles de l'information sont à ce point biaisées, il faudrait peut-être s'attaquer à ces règles de diffusion de l'information en premier lieu, quoi. Quelles sont les bulles de diffusion de l'information, Gaël, très rapidement? C'est une des remarques de Jean-Marc Jancovici sur toute la sphère d'information, y compris évidemment les chaînes de télévision, d'information continue, et la culture scientifique et technique des journalistes et des personnes qui assurent la curation de l'information, qui est essentielle compte tenu des enjeux climatiques, parce que là encore, de mauvaises alertes, de mauvais chiffres peuvent malheureusement desservir les causes qui sont justes. Absolument, toujours revenir aux sources et à la culture scientifique. Vinciane, je vous laisse peut-être le mot de la fin parce que malheureusement, on a très peu de temps encore pour pouvoir débattre dans cette deuxième partie d'émission. Mais c'est intéressant aussi le fait de se dire qu'en effet, le fait d'avoir accès à la bonne information au bon moment, ça permet aussi à ces futurs talents de l'économie de demain de pouvoir prendre le problème à bras-le-corps. C'est essentiel. C'est essentiel. Et puis là, vous avez beaucoup parlé de culture scientifique. Et en effet, c'est quelque chose qui nous est cher au Shift Project. C'est de faire en sorte que, il faut que dans la formation, là on parlait d'enseignement supérieur en gestion, mais c'est valable pour tous les niveaux de formation, il faut développer une certaine connaissance de ces enjeux écologiques qui nécessitent une culture scientifique, alors qui nécessitent aussi, pour mener la transition des sciences humaines, des sciences sociales, mais en tout cas qui nécessitent d'avoir un bagage scientifique, et ça c'est vrai pour tous les acteurs. Là c'est vrai clairement pour les diplômés en gestion, donc les futurs managers, futurs cadres, futurs responsables en entreprise. Mais c'est vrai pour toute la population. Merci infiniment, Vinciane, d'être revenue aux sources, si j'ose dire, avec nous ce matin, justement, et cette enquête ClimatSup, ces recommandations pour pouvoir, de façon absolument effective, trouver des solutions pour cette économie en transition et ces talents de demain, avec les écoles et les écoles d'enseignement supérieur notamment. Merci à Arthur Grémont-Pont d'avoir été avec nous pendant toute cette émission. Algocratie, vivre libre à l'heure des algorithmes. Reprenons le pouvoir. C'est aux éditions Actes Sud. Et merci, comme toujours, à Gaël Musquet pour cette école du futur. On se retrouve dès demain donc, pour une nouvelle émission.